Bonjour à tout le monde. I'm going to speak in French. I'm more comfortable with that. And I'm sorry for the paper. I'm old-fashioned way, but for the data, I guess it's more important to follow it easier. Je suis Alexandre Mardale de l'INALCO et je vais vous présenter un petit travail sur la diachronie d'un sujet sur lequel je travaillais longtemps, y compris dans ma thèse, le marquage différentiel de l'objet, notamment en rouman, qui est un phénomène qui se retrouve dans beaucoup de langues du monde. Vous le savez, il consiste à marquer de façon on va dire différentielle, morphologiquement différente ou syntaxiquement, les arguments, mais même dans certaines langues, les modifieurs d'un verbe par un moyen spécifique. Et ce marquage se fait grâce à des outils tels que les prépositions grammaticalisées, des pronoms critiques, des cas différents par rapport aux cas neutres. Pour le rouman, cela se fait à l'aide d'une préposition locative qui a perdu son sens locatif, il s'agit de P, mais on observe un deuxième mécanisme de marquage qui est le redoublement par un pronom critique. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un travail sur l'évolution du acronie, de ce phénomène qui vient dans la continuité de mes travaux sur la description synchronique de ce même phénomène en rouman. Et je me suis intéressé à l'évolution de ce phénomène dans la période première d'évolution de la langue roumaine, qui est la période entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il n'y a pas de texte attesté écrit en roumain avant. Donc, ce que je voudrais comprendre, c'est ce que j'ai voulu comprendre, c'est comment le phénomène a évolué à travers les siècles et quelles sont les sources et les zones de variation de ce phénomène pendant ces 3 siècles. Vous avez sur la première page quelques remarques générales sur ce que c'est que le roumain ancien et ensuite je vous présente les mécanismes à travers lesquels ce phénomène se manifeste en roumain. Et on observe sur la deuxième page qu'il y a 4 exemples qui illustrent les 4 mécanismes. Donc pour le même objet direct tiré du même texte, nous avons une possibilité de non-marquage, donc marquage 0, ensuite une possibilité de marquage d'un objet direct par le pronom clitique en B, ensuite une possibilité de marquage par une préposition grammaticalisée en C, et puis une possibilité de marquage par les 2 mécanismes précédents, c'est-à-dire préposition et clitique en D. Et donc, quand on regarde ces données aussi variées, la question qui se pose, c'est pourquoi il existe autant de mécanismes différents associés à un seul phénomène, qui est donc ce phénomène qu'on appelle depuis Bosson 85, marquage différentiel de l'objet. Est-ce qu'il y a une préférence pour un certain mécanisme à une certaine évolution de la langue? Et si oui, quelle est la motivation pour cette préférence et de quelle nature est-elle? Quelle est la tendance d'évolution de ces mécanismes? C'est aussi une autre question qui peut venir à l'esprit dans l'histoire de la langue. Et quand est-ce qu'on pourrait parler de stabilisation de ces mécanismes dans l'évolution de la langue? C'est une question à laquelle je ne vais pas répondre puisqu'il manque la deuxième comparaison de ce phénomène avec la langue contemporaine. Une réponse possible pour la question 1, c'est que le marquage différentiel de roumain, c'est un phénomène qui se trouve au croisement de 2 typologies différentes. Le roumain est une langue balkanique et romane par sa filiation, mais balkanique par ses contacts. Donc, on a le marquage prépositionnel comme dans les langues romanes. Il illustre la typologie romane comme en espagnol, par exemple, mais on a aussi le marquage par le redoublement clitique qui illustre la typologie balkanique comme en macédonien ou en grec. Pour les 3 autres questions que je me suis posées sur la page précédente, des éléments de réponse seraient que les mécanismes de ce phénomène en ancien roman sont évolutifs et ils se grammaticalisent à plusieurs reprises. La préférence pour l'un ou l'autre des mécanismes est dicté en réalité par des effets et des motivations pragmatico-discursives différentes, c'est-à-dire le type d'interprétation qu'on associe à l'objet en question. Et vous allez voir plus loin qu'il s'agit d'effets de
mise en avant ou d'effet de continuité discursive, de familiarité. Sur la troisième page, je présente le corpus et la méthodologie du travail. J'ai choisi des textes qui illustrent les 3 siècles. Pour le XVIe siècle, je choisis 3 textes parce que la question de traduction est importante pour ce siècle-là. Le roman a été écrit principalement d'abord par des traductions, ensuite en version originale. Et une des questions qui se pose, est-ce qu'il y a des différences entre les types de textes, les textes originaux et les textes traduits, du slavon notamment, qui était la langue officielle et de l'Église à l'époque. Et donc, j'ai voulu voir s'il y a une influence de la langue source. Pour les 2 autres siècles, j'ai limité le choix de texte à seulement un texte original et un texte traduit, puisque la question des influences se pose moins, les textes originaux étant de plus en plus nombreux. J'ai regardé donc les mécanismes, les 4 mécanismes, enfin les 3 si on ne compte pas le marquage zéro, sur un échantillon d'environ 60 000 mots. Pour chacun des textes et comme je disais, le choix des textes est fait à partir du critère texte original et texte traduit. Les critères que j'ai eu en vue pour trier les objets qui présentent les différents mécanismes de marquage sont les suivants. J'ai compté l'ensemble des objets directs dans un texte sur les X occurrences que j'ai mentionnées et j'ai essayé de trier les mécanismes et de voir leur fréquence, leur nombre et puis leur fréquence en ayant en tête la distinction entre objet direct pronom et objet direct nominal, c'est-à-dire groupe nominal avec ou sans, avec différents types de déterminants. Cette méthodologie et ces critères sont exposés en 3.2 sur la page 5. Je ne veux pas insister puisqu'il serait plus intéressant dans le temps qu'on a à disposition de regarder plutôt les résultats. Je voulais juste rajouter que j'ai regardé uniquement les objets dans leur position de base post-verbale en roumain et non pas les objets disloqués ou déplacés pour des raisons par exemple pragmatiques. C'est pour ça, par exemple, je n'ai pas pris en compte les objets directs qui sont réalisés comme des pronoms interrogatifs ou des pronoms relatifs puisqu'on sait qu'ils ont une syntaxe spéciale. Donc seuls les objets dans leur position de base m'ont intéressé dans cette étude. À la page 6, je commence à présenter les principaux résultats et les interpréter. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que des études sur la diachronie, sur le roumain, la diachronie du marquage différentiel en roumain sont nombreuses, mais elles ont eu un but différent de celui que j'ai dans cette étude, c'est-à-dire que ces études ont par exemple, essayer de regarder comment le marquage se propage sur les différentes échelles qui constituent la hiérarchie qu'on connaît depuis Eysen 2002. Alors que moi, j'ai regardé par exemple les types de mécanismes et le type d'objets qui prennent ces mécanismes et la fréquence des mécanismes plus l'interprétation qui leur est associée. Avant de présenter les résultats, je voudrais juste rajouter qu'en roumain ancien, dans la première période, 16e siècle, les objets inanimés qui, selon la hiérarchie qui est typologiquement et unanimement accepté, les objets indirects ne sont pas censés être marqués puisque le trait de animacité est un trait pertinent pour le marquage. En roumain ancien, les objets indirects le sont à une fréquence assez élevée. Vous avez quelques exemples de ce type en 2 sur la page 7. Cette tendance de marquer les objets indirects s'affaiblit à la fin du XVIe siècle et tend à disparaître, notamment en roumain contemporain. J'arrive à la page 8 qui donne donc les résultats de cette recherche. Vous avez 2 tableaux de statistiques. D'abord, pour le XVIe siècle, j'ai compté séparément puisqu'il s'agit de 3 textes, comme je disais, un original et 2 traduits de 2 sources différentes, slavon et hongrois. Et puis, vous avez un deuxième tableau sur la page 9 pour les objets directs au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, avec un choix de 2 textes, comme je disais, par siècle, un traduit et un original.
Ce sont des chiffres avec des pourcentages qui montrent la fréquence. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, on peut les interpréter de la façon suivante. On observe que le caractère optionnel du marquage différentiel, c'est-à-dire l'option pour le marquage direct, s'affaiblit avec le temps pour les deux types d'objets, pronoms et noms. Au XVIIIe siècle, l'option pour le marquage zéro est peu attestée, donc la fin de la période ancienne, au profit de l'une des trois autres mécanismes, soit marquage avec clitique, soit marquage avec préposition, soit marquage avec les deux. Dans le même ordre d'idées, le redoublement clitique en tant que mécanisme de marquage exclusif est peu présent et disparaît vers la fin du XVIIIe siècle. Et il faut noter que cette option se retrouve et s'impose avec les objets indirects qui présentent aussi un marquage différentiel de l'objet qui font partie de l'étude que j'ai menée mais qui ne sont pas présentés ici pour des raisons évidentes de temps. Le marquage prépositionnel est le mécanisme le plus utilisé pendant la période étudiée. Et puis l'option pour le double marquage par le clitique et la préposition à la fois est encore à ses débuts au XVIe siècle, mais elle devient de plus en plus productive au fil des siècles, notamment avec les objets directs réalisés comme des pronoms. Et notez que c'est cette option qui s'impose en rouman moderne et contemporain, donc marquage mixte par les deux mécanismes. Par ailleurs, donc, on observe une progression de ce type de marquage dans les textes traduits, plus que dans les textes originaux, ce qui vient à l'encontre en fait des hypothèses qui ont été formulées dans la littérature précédente. Les textes traduits semblent en fait plus innovateurs qu'on ne le pensait et ne semblent pas avoir d'influence de la langue source. Je présente ensuite, j'ai très peu de temps, Katharina vient de montrer que le temps est presque écoulé, j'ai prévu trop large, beaucoup trop large. Les trois mécanismes pris à interpréter séparément. Donc, sur la page 10, le redoublement clitique, comme je disais, il est très peu fréquent, il disparaît. Il était optionnel à l'époque ancienne, au début de l'époque ancienne, mais disparaît à la fin de la période ancienne. Mais vous l'avez compris, il va être repris et il va entrer en combinaison avec la préposition pour donner lieu à ce mécanisme de marquage mixte. L'interprétation qui est interprétée à ce type de marquage, uniquement par clitique, c'est celui de familiarité. Donc le référent de l'objet est familier, il est connu, on appelle donc cela un backgrounding. Ensuite, le marquage prépositionnel en bas de la page 11, uniquement par préposition, est le mécanisme préféré, comme je l'ai dit, pendant la période ancienne. Il caractérise aussi bien les objets pronominaux que les objets nominaux. Vous avez un tableau qui montre l'évolution à la page 12, en haut de la page 12. Et il atteigne le pic d'évolution vers les 70%, donc vers le XVIIIe siècle. On a observé une variation idéolectale parmi les auteurs, mais pas une variation entre les types de textes traduits et non traduits, comme je le disais. Il y a quelques effets d'essence qu'on a associés donc à ce type de marquage prépositionnel qui sont listés à partir de la page 13. Je vous laisserai regarder, je n'ai pas le temps. Et on arrive à la page 15 pour le marquage mixte qui, comme je le disais, est encore à ses débuts, à cette période ancienne de la langue. Les premières attestations apparaissent principalement avec les objets pronominaux, pronoms personnels, mais aussi démonstratifs et autres, et elle s'étend donc progressivement aux objets nominaux et s'impose, comme je disais, dans la période moderne et contemporaine au XXe, XXIe siècle, chose que je n'ai pas illustrée ici. Le type d'interprétation qui est associé à ce type de marquage mixte, c'est aussi un type de familiarité, donc de continuité discursive, et on a l'impression que cela se construit plutôt au niveau de la phrase, comme une sorte d'anaphore, au niveau de l'énoncé. Le
le référent de l'objet est donc mentionné précédemment et il est repris et marqué avec ces deux moyens linguistiques dans l'occurrence marqués. Je n'ai pas non plus le temps d'aborder la question des influences étrangères sur les textes. La réponse est que, en tout cas, non, il n'y a pas d'influence étrangère, pas de calque syntaxique pour ce phénomène. Et pour finir, je vous amène à la page 6 en guise de conclusion pour retenir donc les points suivants. Le phénomène du marquage différentiel de l'objet se manifeste donc dans la langue ancienne à travers plusieurs mécanismes, vous l'avez retenu. Si on ne compte pas le marquage zéro, on aura trois autres options, clitique, préposition et clitique plus préposition. Il concerne aussi bien les pronoms et les noms et il est optionnel dans la plupart des cas. Le redoublement clitique est rare avec les objets directs. Il apparaît essentiellement avec les pronoms et il disparaît vers le XVIIIe siècle. L'effet discursif qui est associé à ce type de marquage est donc de topique familier. Ensuite, je l'ai dit aussi et je le répète, le marquage prépositionnel uniquement par préposition est le mécanisme préféré en ancien roman. Il concerne aussi bien les noms que les pronoms. Comme le mécanisme précédent, il interagit avec les valeurs et les échelles sémantiques qui ont été illustrées dans la littérature de animacité et spécificité. Néanmoins, pour l'ancien roman, on a observé que l'ordre prédit pour d'autres langues n'est pas exactement le même, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par les pronoms, il commence plutôt avec les noms propres en roman. Ensuite, ça se rééquilibre vers la fin du XVIe siècle. Et donc, l'effet discursif qui est associé à ce marquage par préposition correspond à une mise en relief. On pourra éventuellement expliquer après ce que ça veut dire. Et puis le marquage mixte, troisième option, qui émerge au XVIe siècle et se propage plus vite chez les pronoms et il se fait accompagner d'un effet discursif de familiarité au niveau de la phrase. Il gagne avec le temps, au XIXe et XXe siècle, les autres catégories d'objets directs, notamment les noms, et comme je le disais, il sera donc l'option retenue en roumain contemporain. Et pour finir, vous avez deux graphiques sur la page 20 qui montrent l'évolution globale du marquage différentiel de l'objet pour tous les mécanismes confondus. Et on observe une évolution assez irrégulière ou assez hétérogène pour les pronoms et un tout petit peu plus homogène pour les objets directs réalisés comme noms. Voilà, je vous remercie.